AgFM. Et c'est un nouveau numéro de Fréquence Astro sur AgFM, notre rendez-vous mensuel avec le groupe astronomique de Kerqueville. Et en ce mois de mai, on va vous parler d'une figure historique bien de chez nous, un nom qui devrait parler à beaucoup de Cherbourgeois. On évoque Emmanuel Yée avec Dominique Boust, le président du GAC. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors avant de revenir sur l'histoire de ce personnage, comme chaque mois, on va donner quelques conseils d'observation pour ce mois de mai et on commence avec les phases de la Lune. Oui, les phases de la Lune. Mais il se trouve qu'au mois de mai, on a 2 pleines lunes, au 1er mai et une le 31 mai. Il se trouve aussi que le 31 mai, ce sera un jour de pleine lune coïncidant avec une distance Terre-Lune particulièrement importante, c'est-à-dire à peu près 405 000 km. Donc ça sera une pleine lune particulièrement petite. Alors évidemment, on peut pas voir vraiment la différence à l'œil nu, c'est juste pour information que je raconte ça. Et puis comme la nouvelle lune aura lieu le 16 mai, eh bien on peut s'attendre vers le 18-19 à rechercher un fin croissant lunaire juste après le coucher du soleil sur l'horizon ouest. Donc ça c'est pour la Lune. Et côté planète, alors qu'est-ce qu'on pourra observer dans le ciel du mois de mai ? Eh bien l'essentiel, ça se passe toujours dans le ciel du soir. On a toujours Vénus qui commence à s'éloigner angulairement du soleil tout en se rapprochant de la Terre. Elle est encore bien petite tout de même, il faut un bon télescope pour voir son petit globe. Elle est sous forme d'une face gibbeuse, un petit peu renflée, mais elle est encore quasiment circulaire. C'est facile à repérer, elle se couche largement après minuit, et puis elle apparaît avant toutes les étoiles. Donc si on voit un objet brillant au-dessus de l'horizon ouest, on est sûr que c'est Vénus. Jupiter aussi ? Eh bien Jupiter est pas loin, elle est dans les Gémeaux, elle est un petit peu au-dessus de Vénus, elle traîne un petit peu plus dans le ciel du soir que Vénus. Elle est toujours la plus brillante parmi les étoiles, puisqu'après Vénus, c'est Jupiter qui est la plus brillante. On pourra avoir, comme d'habitude, le balai de ces 4 plus gros satellites, qu'on appelle satellites galiléens, parce que c'est Galilée qui les a découverts en 1610. Et il se trouve aussi que le 21, le 24 et le 31 mai, en début de nuit, tous ces satellites seront du même côté de la planète. Donc quand on regardera la planète avec une petite lunette, on verra les satellites groupés, tous à l'est ou tous à l'ouest de la planète. Et puis, dernière planète qui sera observable en ce mois de mai, il faudra attendre la fin du mois. Alors Mercure, c'est une planète un petit peu délicate à observer. Elle est très proche du Soleil, donc elle ne s'éloigne jamais beaucoup angulairement du Soleil dans le ciel, au maximum 28 degrés. Donc elle traîne toujours soit un peu à l'ouest, soit un peu à l'est du Soleil. En l'occurrence, pour ce mois-ci, ce sera à l'est du Soleil. Donc on la verra entre l'endroit où se couche le Soleil et la planète Vénus à mi-distance, donc très bas dans les brumes du crépuscule. On pourrait essayer de la trouver avec une petite paire de jumelles. Cette planète qui est une planète intérieure, on dit aussi inférieure, puisqu'elle tourne sur une orbite qui est plus petite que celle de la Terre autour du Soleil. Donc ça, c'est pour les conseils d'observation de ce mois de mai. On va maintenant aborder notre sujet principal avec Emmanuel Yée, dont on fête le bicentenaire de sa naissance cette année. Alors, première question toute simple, qui était-il ? Alors c'est pas une question simple finalement. Alors de façon très factuelle, Emmanuel Yée, il est né à Cherbourg le 15 février 1826, c'est le bicentenaire de sa naissance donc, et il y est mort le 5 mars 1900. Et puis, il a légué, on va revenir sur son œuvre qui a multifacettes, mais il a légué à la ville de Cherbourg une fortune considérable qui a notamment permis d'édifier la bibliothèque des sciences et des biens immobiliers. Sa demeure, par exemple, la demeure qui est actuellement encore visible dans le parc Emmanuel Yée est devenue le Muséum d'histoire naturelle. D'ailleurs, ces 2 structures, bibliothèque des sciences et Muséum d'histoire naturelle, sont bien attendues à la réouverture par les Cherbourgeois. D'ailleurs, pour l'occasion, la Société des sciences a réalisé une exposition à découvrir jusqu'au 15 mai, et puis du 15 septembre au 15 décembre à la mairie déléguée de Tour-la-Ville. Alors, c'est un personnage, on va dire, assez étonnant, au parcours riche et varié, mais on peut dire aussi que c'était avant tout un homme de science précoce et passionné. Oui, je crois que si on se limite à l'astronomie, on peut se reconnaître facilement dans le personnage d'Emmanuel Yée par la passion qu'il a eue dès son plus jeune âge. Alors, non seulement il est passionné, mais ce qui ne gâche rien, c'est qu'il est brillant et précoce. Il achève ses études en 1843 sur un palmarès impressionnant, l'équivalent du bac. Il a un accessit en mathématiques, un premier prix de physique, de chimie, d'histoire naturelle. Dès 1847, il envoie ses premiers travaux et relevés à l'Académie des sciences, et surtout de la météo, c'est pas trop de l'astronomie à cette époque-là. Et puis en 1851, fort de tout ça, il est repéré par le maître, Arago, alors directeur de l'Observatoire de Paris, qui l'appelle carrément. Il lui dit « Viens travailler avec moi à l'Observatoire de Paris ». Et puis, suite à l'observation qu'il fait de sa première éclipse de soleil, qui a lieu le 28 juillet 1851, il observe cette éclipse dans son jardin de Cherbourg et il se paye le luxe d'avoir
calculé même les conditions d'observation de cette éclipse à Cherbourg. Donc on ne sait pas trop ce qu'il a fait après le bac, mais manifestement il n'a pas perdu son temps parce que c'était déjà un brillant calculateur. Et puis il y a un tournant important dans sa vie, c'est son départ pour le Brésil. Alors qu'est-ce qui le pousse à partir ? On pourrait dire qui le pousse à partir. Parce que malheureusement pour lui, peu de temps après sa nomination et son intégration à l'équipe de l'Observatoire de Paris, Arago meurt et il est remplacé par Le Verrier. Le Verrier qui est un tyran avéré. Le Verrier va confier à Lié un certain nombre de travaux, notamment en météorologie. Lié va s'en sortir admirablement. Ça lui vaut les félicitations de Le Verrier. Mais au-delà de ça, Le Verrier n'en parlera plus jamais de Lié. De sorte que Lié lui en vouera une rancune éternelle. Il réglera ses comptes un petit peu plus tard dans sa vie. Et donc c'est clair que les relations extrêmement tendues avec Le Verrier ont contribué à sa décision de quitter la France pour le Brésil. Bon, il y avait une occasion aussi, c'est qu'en 1858, il y a une éclipse totale de soleil. Et donc il part assez frais au Brésil. Et il va aller observer cette éclipse totale de soleil dans la région de Rio. Il a déjà eu des contacts avec l'empereur Dom Pedro du Brésil, qui est un amoureux de la culture en général et des sciences en particulier. Et ça va être vraiment un tournant dans sa carrière d'astronome. Il y fera plusieurs séjours. Hein. Oui, il va y faire plusieurs séjours. Au cours du dernier séjour, entre 1874 et 1881, il sera directeur de l'observatoire de Rio et il va carrément le refonder. C'était un observatoire à l'origine consacré à l'enseignement des officiers de marine. Il va en faire un véritable observatoire astronomique, un espèce d'observatoire idéal où il concentre tout ce qu'on fait de meilleur en technologie astronomique de l'époque. Et ce sera clairement, pour la fin du 19e siècle, le plus grand observatoire de l'hémisphère austral. Alors Emmanuel Lié est donc un homme de science, un astronome, mais aussi un inventeur. Qu'est-ce qu'on lui doit ? Eh bien, on lui doit plein de choses, et en particulier, très tôt dans sa carrière, il va s'apercevoir qu'il y a largement moyen d'améliorer la détermination du temps. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'astronomie ? En fait, à cette époque-là, le temps, ça se mesure avec la rotation de la Terre. C'est la Terre qui sert d'étalon au pendule. Et pour se servir de la Terre comme étalon pour les pendules, eh bien, il faut observer le passage des étoiles dans une condition particulière, dans un instrument qu'on appelle une lunette méridienne. Et en regardant ces passages d'étoiles au méridien, on peut déterminer l'heure. En fait, cette détermination est extrêmement imprécise. Il faut regarder une pendule, il faut regarder l'étoile. Lié se rend compte tout de suite qu'il y a moyen d'améliorer considérablement les choses. Il va inventer plusieurs appareils, mais deux en particulier. J'insiste sur ceux-là parce qu'ils sont visibles dans l'exposition à la mairie de Tour-la-Ville et ils sont conservés à la Bibliothèque des Sciences, à la Société des Sciences. C'est un régulateur. C'est une horloge de haute précision qui n'a pas d'aiguille, mais qui émet des tops électriques chaque seconde, avec une très haute précision. Et puis, il invente aussi le chronographe, qui est un appareil qui est, comme son nom l'indique, va enregistrer, d'une part, les tops à la seconde générés par ce régulateur, et d'autre part, les tops générés à l'oculaire de la lunette par l'observateur. Et dans ces conditions-là, on obtient des précisions incroyables sur les temps de passage des étoiles de l'ordre du dixième de seconde, alors qu'on était plutôt à la seconde avant l'invention de ces appareils. Alors on en revient à Emmanuel Lié, donc l'astronome, puisqu'il s'intéresse aussi à la mesure des distances dans le système solaire. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ah oui, c'est pas facile en quelques mots d'évoquer ça, mais c'est quand même important pour Lié. Il a fait plusieurs tentatives avec plusieurs méthodes. En fait, vers 1850, la détermination de la distance Terre-Soleil fait l'objet de très nombreuses controverses. Elle n'est pas connue avec une très grande précision. En général, la distance Terre-Soleil va nécessiter l'organisation d'expositions lointaines pour observer le passage, on appelle ça le transit des planètes Vénus ou Mercure sur le Soleil. Et Emmanuel Lié va mettre en œuvre une méthode tout à fait différente, avec beaucoup d'habileté. Il va en fait obtenir la valeur recherchée en observant depuis un lieu unique la même planète, en l'occurrence c'est la planète Mars, le matin et le soir. C'est-à-dire qu'il aura voyagé sur la Terre, mais en restant immobile, puisqu'il aura simplement suivi le mouvement de rotation de la Terre. Et cette différence de point de vue ainsi générée par la rotation de la Terre le conduit à déterminer la distance de Mars et de là, par des calculs que je ne peux pas détailler, à déterminer la distance Terre-Soleil avec une précision excellente puisqu'il obtient à peu près 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire quasiment la valeur retenue actuellement. Et on en revient aussi à ces observations, on en a déjà un peu parlé puisque Emmanuel Lié, on pouvait dire que c'était un chasseur d'éclipses de soleil. Ah, il en a fait beaucoup et il l'a fait avec beaucoup de... Vous savez, c'est une époque où on n'a pas la photo, donc il faut vraiment être observateur extrêmement fin et chercher le détail pour comprendre ce qu'on voit au cours d'une éclipse. Au milieu du 19e, on ne sait pas si la couronne, qu'on appelle la couronne solaire maintenant, les protubérances qu'on voit lors des éclipses totales, sont des émanations de la Lune ou appartiennent au Soleil.
Eh bien, il va régler ce problème-là en 1851 en observant une éclipse totale de soleil au Brésil. Et il va, avec beaucoup d'attention, observer le déplacement des détails des protubérances et de la couronne. Et il va en référer à l'Académie des sciences. Et il démontrera par là même que les protubérances et le halo, qu'on appelle maintenant la couronne solaire, sont bien des objets qui appartiennent au Soleil et non pas à la Lune. Ça, c'est pour les éclipses et puis amateur de comètes également. Ah oui, c'est peut-être aussi un facteur déclenchant pour lui parce que dès 1843, il observe sa première comète. Il était encore à Cherbourg à cette époque-là. Et puis le 28 février 1860, il va même découvrir la première comète depuis le Brésil. Il va même observer sa fragmentation. Je crois que c'est la deuxième ou troisième comète dont on observe le fractionnement du noyau au passage à proximité du Soleil. D'ailleurs, à l'époque, on ne sait pas s'il y a un noyau dans les comètes. Il va essayer de trouver, voir s'il y a des phases sur le noyau. Il va en conclure que comme il n'y a pas de phase, les comètes sont des objets nébuleux. On sait aujourd'hui que ce sont une espèce de boule de neige sale, mais ça, il ne peut pas le deviner à l'époque parce qu'on ne peut pas voir ça de la Terre. D'ailleurs, le 20 juin 1861, une très belle comète est à l'approche de la Terre. Il va même faire paraître dans un journal de Rio, il va annoncer que la comète va percuter la Terre. En fait, il n'en sera rien et la Terre va passer juste dans la queue de la comète le 30 juin 1860 et évidemment, ce sera sans conséquence. Donc c'était pour évoquer cette biographie riche d'Emmanuel Lié. Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus, vous allez aussi donner une conférence intitulée « Emmanuel Lié, un astronome dans son siècle ». Oui, effectivement, on peut se demander pourquoi Emmanuel Lié, qui s'est adonné avec quand même une certaine réussite à des activités extrêmement variées en astronomie, n'occupe pas la même place dans l'astronomie du 19e siècle que certains de ses illustres contemporains. Eh bien, j'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions lors de la mini-conférence que je donnerai le lundi 18 mai à 19h à l'invitation de Terminus des Sciences à la salle des fêtes de Cherbourg dans le cadre de l'opération Pint of Science. Il faut s'inscrire sur le site de Terminus des Sciences si vous voulez avoir une place et profiter non seulement de la conférence mais des consommations sympathiques qui sont servies à ce moment-là. Et puis, toujours en lien avec Emmanuel Lié, le groupe astronomique de Querqueville proposera une autre animation. Ce sera à la toute fin du mois au parc Emmanuel Lié à Cherbourg, justement. Oui, le samedi 30 mai, de 17h à 22h, nous avons été sollicités par la mission patrimoine de la ville de Cherbourg pour présenter deux objets qui ont appartenu à Emmanuel Lié, une sphère céleste du XVIIIe siècle et puis un planétaire. Ces deux objets seront présentés au public et puis évidemment on expliquera ce qu'il faut en comprendre, la découverte des astéroïdes par exemple, les particularités du zodiaque, etc., etc. Eh bien, merci beaucoup Dominique de nous avoir présenté donc Emmanuel Lié. Et pour suivre toute l'actualité du groupe astronomique de Querqueville, rendez-vous sur leur site internet gac-astro.fr. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous de Fréquence Astro. Au revoir. Merci, au mois prochain.